Bonjour à toutes et tous. Rebonjour aux personnes qui nous ont suivis depuis ce matin en ligne sur cet événement La Femme numérique en live YouTube. Tout au long des échanges de la journée, nous avons vu à quel point la mixité est précieuse pour le monde du numérique. C'est un vrai facteur de succès pour les entreprises et les écosystèmes, mais qui manque aujourd'hui en substance. Alors, en pratique, comment faire pour booster cette mixité et pour intégrer plus de femmes dans le monde du numérique? Et concrètement, que faut-il mettre en place dès aujourd'hui pour construire cette société numérique de demain plus équilibrée en termes de mixité homme-femme? Qu'est-ce qu'il est possible et prévu au niveau des entreprises, collectivités, ainsi qu'au niveau des systèmes éducatifs pour orienter et inclure plus de femmes dans les écosystèmes du numérique? Alors, pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous sommes avec Indemad, vice-présidente Montpellier-Méditerranée Métropole déléguée au développement économique, Muriel Avinins, directrice d'Elle Montpellier, Henri Dagrin, directeur général du SIGREF et cofondateur de la fondation Femmes at Numérique, Sabrina Caliaros, directrice région académique du numérique pour l'éducation et rectorat de Montpellier, et Philippe Duhaut, directeur communication et RSE, Orange Grand Sud-Ouest. Henri Dagrin, c'est à vous que je vais m'adresser en premier. Donc, vous êtes directeur général du SIGREF, réseau de grandes entreprises et administrations publiques françaises, à l'origine du programme Femmes at Numérique. Quel est votre constat aujourd'hui concernant la place des femmes dans le numérique? Eh bien, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation de la part de la Mêlée Occitanie. C'est toujours un plaisir que de me retrouver sur ces terres occitanes. La place des femmes dans les métiers du numérique, nous sommes partis d'un double constat. Le premier constat, c'est que d'abord, la présence des femmes dans les métiers techniques du numérique, c'est un taux qui se dégrade depuis de nombreuses années. Il y a 35-40 ans, il y avait quasiment 30% de femmes dans ces métiers du numérique, au tournant des années 80. Aujourd'hui, dans les métiers techniques du numérique, elles sont à peine 15%. Et si on n'y prend pas garde, cette situation va encore se dégrader dans les années à venir, parce qu'il faut bien voir que dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, les femmes ne sont à peine dans ces formations au métier du numérique, ne sont à peine que 10-12%. Elles sont 12% dans les écoles d'ingénieurs, 10% dans les mêmes formations à l'université, et dans les BTS, IUT, elles ne sont que 8%. Donc mécaniquement, on va retrouver ces chiffres dans l'économie dans 10-15 ans. Et donc, vous voyez, la situation continue de se dégrader, alors même que ces métiers du numérique sont les métiers les plus importants pour l'avenir de notre économie. Ce sont ceux qui sont en croissance. Ce sont ces métiers qui vont apporter la croissance de l'économie dans les prochaines décennies. Et donc, nous faisons le constat, un double constat. D'abord, celui du déficit de compétences dans ces métiers du numérique. Au niveau de la Commission européenne, par exemple, on parle du mur des compétences numériques à l'horizon 2025, où il manquera entre 500 000 et 700 000 talents du numérique dans l'économie européenne. Donc, vous voyez, on a déjà un grave déficit, et se rajoute à ce déficit le désintérêt croissant des femmes pour ces métiers du numérique. Ça, c'est le premier problème, un problème économique. Et c'est d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles le SIGREF a souhaité engager cette démarche Femmes at Numérique pour renforcer le nombre de femmes dans ces métiers. Mais il y a un problème qui est encore plus grave, encore plus important, c'est un problème sociétal. On ne peut pas se satisfaire d'une métastructure numérique, d'un monde numérique qui se développe dans l'économie, dans la société, pour chacun des concitoyens, pour la vie démocratique de nos États, de nos pays, jusque dans nos vies les plus intimes, un numérique qui ne serait que pensé, développé, créé, administré par des hommes. C'est pas acceptable. Ça introduit de multiples biais de genre dans tous les sens et il faut absolument lutter contre ce problème. Donc, vous voyez, il y a un problème économique, on manque de ressources, on manque de compétences dans les métiers du numérique et on est confronté à un problème sociétal. Et c'est donc la raison pour laquelle le SIGREF, mais également avec beaucoup d'autres partenaires, et notamment Syntec Numérique qui représente en France l'industrie du numérique,
nous avons décidé de mutualiser les efforts de toutes nos organisations et de créer la Fondation Femmes Numérique, qui est une fondation qu'on rejoint 42 entreprises qui ont doté de manière très substantielle cette fondation, et notamment le groupe Orange, bien sûr, qui est un des membres fondateurs de cette fondation Femmes Numérique. Voilà le constat que l'on peut faire. Et donc, nous avons un problème et qu'il faut traiter à la racine. Mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur, en tous les cas, la vision que nous avons pour traiter cette difficulté auquel l'ensemble de la société et notre économie est confrontée. Donc, le défi majeur, ce serait d'intéresser les femmes au numérique dès le plus jeune âge, donc, pour en intégrer plus dans les formations au numérique. De manière incontestable, l'éducation va jouer un rôle très important dans l'orientation des jeunes filles vers les métiers du numérique. Sabrina Kaliaros, vous êtes directrice de la région académique du numérique pour l'éducation. Quel constat pouvez-vous dresser par rapport à l'orientation actuelle des jeunes filles par rapport aux garçons ? Écoutez, il y a un réel paradoxe entre la capacité à réussir des filles, puisque nous avons 86% de bachelières pour 76% de bacheliers sur plusieurs générations. Ça n'a pas beaucoup évolué. Et le choix d'orientation qu'elles font, c'est-à-dire que bien souvent, elles se concentrent sur des formations qui sont plutôt humanité et pas humanité numérique, malheureusement. Et on a un flot de jeunes filles qui vont vers les lettres en 79,8% l'année dernière, ou qui vont vers les sciences économiques, et moins de 40% qui vont vers les sciences fondamentales, y compris les sciences de l'ingénieur, bien sûr, qui sont dans ce pourcentage-là. Les écarts se creusent, alors pas tant à l'école, parce qu'on se rend compte que bien souvent, quand on pose la question à de jeunes écolières de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, elles ne se posent pas de barrière. Les écarts se creusent en seconde. Et c'est bien parce que ça commence à devenir une détermination que de s'orienter à partir du lycée. Et on a à ce moment-là une difficulté à changer les registres et à changer les représentations, parce que c'est de cet aspect sociétal qu'évoquait M. Dacrin qu'il s'agit. Quand bien même les filles réussissent, quand bien même nous ouvrons des formations qui sont largement ouvertes au numérique, hein. Je veux parler de, par exemple, en classe de seconde, SNT, qui est un enseignement pour tous les élèves, filles et garçons, et qui leur permet de découvrir l'algorithme, le code, les bases de données, d'ouvrir un peu la boîte noire de ce que pourrait être une espèce de mythe autour du numérique et de mieux comprendre les enjeux qui sont ceux de notre société et dans tous les métiers, parce qu'il n'y a pas que les métiers du numérique, hein. Il y a du numérique dans tous les métiers. Et je crois que c'est quelque chose qui est important de souligner. Au-delà de la classe de seconde, on a ouvert la réforme de ce baccalauréat qui n'est plus un baccalauréat de série, à savoir qu'on peut très bien combiner un tronc commun avec des options lourdes qui permettent d'avoir des choses beaucoup plus contrastées que ne le permettait S, ES, L, enfin ce que vous savez de l'ancien système. Il n'empêche qu'on n'a pas encore récolté les fruits, évidemment, de ce changement de paradigme, puisque c'est cette année que ça change, en 2021, et que le temps qu'on quitte l'ancien format de S, ES, etc., il faut le temps que les mentalités se fassent. Je veux dire qu'entre l'action et son efficacité première, il y a toujours un temps de latence qui est celui de la transformation, et elle est difficile à opérer. Il n'empêche qu'à l'école, on fait de la programmation avec du Scratch dès la classe de CE1. On en fait en maternelle aussi, mais sans programmer, évidemment. On en fait au collège. On a introduit les compétences numériques avec la plateforme PIX et la certification qui est à la clé en troisième, puisqu'on ne peut pas passer le DNB si on n'a pas travaillé là-dessus, et en terminale, parce qu'on ne pourra pas passer le baccalauréat si on n'a pas été certifié sur ces compétences-là. Donc, je veux rester optimiste par rapport au fait que les mentalités vont changer, mais pas simplement à l'école. Je pense, et vous l'avez souligné, c'est un enjeu sociétal et qu'on doit travailler avec les parents aussi. Donc, on a une vraie action à mener sur la parentalité numérique, si je puis me permettre cette expression, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur comment je me figure la société actuelle pour pouvoir
conforter ma fille et mon fils d'ailleurs, mais ma fille surtout en l'occurrence, puisqu'on parle de mixité, sur ces choix-là. Merci. Donc, effectivement, rendre obligatoire une certaine certification, un certain niveau de certification numérique, c'est en quelque sorte rendre obligatoire la mixité numérique et donner en tout cas à tous et à toutes l'égalité des chances en matière de formation au numérique qu'on retrouvera, espérons-le, dans quelques années dans les métiers du numérique et le monde professionnel. Maintenant, je vais m'adresser donc à Indemad. Vous êtes vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au développement économique et par ailleurs fondatrice d'entreprises et start-upeuses. Est-ce que vous confirmez ce constat-là et quelle en est votre vision ? Tout d'abord, bonjour à tous et merci à la Mêlée d'organiser cette journée sur cette thématique qui nous tient tous beaucoup à cœur. Eh bien, en tant que start-upeuse, en effet, j'ai pu voir la difficulté de recruter des femmes, notamment dans la tech. Beaucoup d'hommes à la sortie des écoles et même dans les stages, ça a été difficile, mais quand on cherche, on trouve. Et donc, mais c'est vrai que c'est rare. Ensuite, dans le domaine de la mobilité, là où agit ma start-up, encore une fois, univers avec beaucoup d'hommes. J'ai souvent été la seule femme et donc triste constat auquel j'ai tenu à m'engager pour pouvoir amener ce changement. Au niveau de la métropole, effectivement, nous travaillons dans le sens d'amener plus de mixité et donc tout l'enjeu est d'embarquer l'ensemble des acteurs économiques du territoire autour notamment des ODD, des objectifs de l'ONU, dont la question de la parité y est très importante. Donc, la métropole est adhérente au Global Compact de l'ONU pour pouvoir s'outiller, accompagner l'ensemble des entreprises qui veulent s'inscrire dans cette démarche. Et donc, l'objectif, au-delà d'en parler, d'embarquer, c'est aussi amener l'ensemble de nos satellites ou bras armés à avoir cette même démarche, inscrire au cœur de leur stratégie un volet dédié à l'emploi inclusif et notamment l'emploi des femmes. Effectivement, la problématique de trouver sur le marché aujourd'hui des salariés, des employés dans le domaine du numérique est compliquée, mais il faut pouvoir, notamment à travers des formations au numérique accélérées, avec notamment la crise que l'on vit aujourd'hui, permettre aux personnes de se réorienter et se former très rapidement. Je pense qu'en en parlant, en mettant en évidence un secteur avec un potentiel de recrutement, d'embauche à la clé, il y aura dans les prochains mois, je l'espère en tout cas, plus de femmes qui s'inscriront dans cette démarche. Par ailleurs, il y a les ateliers Google qui forment et constatent de plus en plus de femmes aussi s'inscrire. Mais effectivement, je pense qu'il faut soigner ce mal à l'origine dans les écoles, au sein des établissements, collèges et lycées, et que les entreprises aussi aient cette démarche finalement de sensibiliser, de faire venir, et je sais qu'il y en a, là encore une fois, j'avais participé il y a 2 ans au sein de Schlumberger à une journée sensibilisation au métier de l'ingénieur, donc plusieurs secteurs souffrent du manque de mixité et de la visibilité des femmes. Et donc, ils invitaient des lycéennes à venir découvrir ces métiers. Et c'était souvent les quelques femmes présentes qui en parlaient. Je sais par ailleurs que Dell aussi s'inscrit dans cette démarche. Et tout ça, c'est vraiment encourageant. Et je dirais, pour beaucoup d'acteurs, petites et moyennes entreprises, souvent, ça semble être une difficulté. Davantage que pour les grandes. Mais aujourd'hui, on s'est donné cet objectif, en tout cas à la métropole, d'accompagner toutes les entreprises qui le souhaitent vers plus de mixité au sein de leurs collaborateurs, parce que c'est synonyme de performance, parce que l'innovation ou le monde du numérique ne sont pas propres uniquement aux hommes. Et nous avons vu de belles success stories, notamment portées par des femmes. Et je pense que ce rôle aussi que doivent avoir les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le numérique, doit aussi être engagé autour de cette question de finalement plus de présence des femmes. Merci beaucoup. Effectivement, ce besoin de rôle modèle qui ressort et dont on a beaucoup parlé dans les tables rondes précédentes de la journée. On a également parlé de recrutement avec notamment
un directeur général de S2I qui expliquait sur la table ronde métier précédemment à quel point il avait du mal, lui, à créer de la mixité dans ses équipes. Forcément, s'il n'y a pas assez de femmes sur le marché, ça va être difficile d'en embaucher autant que des hommes. Et je vais vous poser la question à vous, donc Muriel Avinins, qui est donc directrice d'Elle Montpellier, est connue pour être très engagée dans la mixité et l'égalité hommes-femmes en entreprise. Est-ce que vous rencontrez ce genre de problématiques au niveau de recrutement? Et comment vous les traitez, si oui? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation de la part de la mêlée. Effectivement, on a aussi beaucoup de mal à recruter des femmes. Ça fait des années qu'on peut parler de cet objectif chez Dell d'augmenter le nombre de femmes dans nos effectifs. Et malheureusement, force est de constater que ça ne va pas assez vite. Donc, on a plusieurs actions en route et en place aujourd'hui. Donc, la première, c'est effectivement aider à l'éducation. C'est-à-dire que tant qu'on a des jeunes filles qui ne s'orienteront pas vers des rôles et des missions et donc des écoles techniques, on aura du mal à avoir des femmes sur le support technique ou même sur des métiers d'avant-vente technique pour accompagner les clients au niveau de leur solution informatique. Donc, pour faire ça, on a un partenariat aujourd'hui avec Elle Bouge et avec l'EPF pour la partie école d'ingénieurs. Et on a aussi un partenariat très fort avec Facero, où nous menons plusieurs actions. Donc, on a lancé encore hier le programme Wi-Fi qui permet de sélectionner des collégiennes et des lycéennes qui vont être les promotrices du monde du numérique dans leurs établissements. Donc, ça nous permet de travailler directement avec les jeunes filles et de leur donner envie à travers à la fois des rôles modèles de jeunes femmes dans l'entreprise, donc chez Dell, par exemple, pour qu'elles puissent mettre un visage, qu'elles puissent mettre une mission, une fonction et voir que c'est pas juste une anecdote ou juste quelque chose de rare, qu'on peut faire carrière et qu'on peut avoir des métiers intéressants. Donc ça, c'est une des missions qu'on mène avec FACE. On travaille aussi sur la découverte, bien sûr, des métiers. On fait divers ateliers. Donc, on mène un certain nombre d'actions, à la fois pour la diversité dans les jeunes de quartier, chez les jeunes des quartiers, mais aussi et beaucoup pour les jeunes filles. Ensuite, ça, c'est, on va dire qu'on travaille tout à l'heure, on disait que ça prend du temps, que cette transformation prend du temps. Donc là, on travaille pour prochainement, on va dire, je ne sais pas moi, les 5-10 prochaines années, mais tout de suite, on aimerait arriver à quelque chose de plus rapide. Donc, on a un objectif. Tant qu'on ne se fixe pas d'objectif, on peut dire qu'on progresse ou pas. Donc, chez Dell, on s'est fixé un objectif ambitieux. À 2030, on espère avoir 50% de femmes dans nos effectifs et 40% de managers, puisqu'on sait que même si on est un effectif, et ce n'est pas le cas de l'IT du tout, à 50%, plus on monte, moins on a de femmes. Donc, on veut à la fois recruter plus de femmes, mais à la fois les faire monter dans la hiérarchie. Donc, on a... alors, pour ça, malheureusement, ce sont les managers en place qui recrutent, les managers en place étant des hommes. Une fois qu'on a dit ça, on a du mal à changer parce que souvent, quand on recrute, et ça, c'est un biais, on recrute souvent ceux qui nous ressemblent. Donc, tout à l'heure, on a dit, quand on cherche, on trouve. Mais parfois, on est pressé. On est sur une entreprise qui demande des résultats immédiats, comme beaucoup d'entreprises. Il faut chercher du chiffre, il faut chercher des résultats. On a besoin de couvrir nos clients et d'accompagner nos clients. Donc, on va chercher la facilité, celui qui nous ressemble, celui qu'on connaît, celui qui est dans notre réseau. Et souvent, on n'a pas de femmes. Parce qu'on est sur des métiers où il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a peu de candidates. Donc, il faut chercher. Il faut préparer du pipeline de candidates. Il faut se faire un peu mal. Il faut aller parfois les forcer un peu parce qu'elles n'ont pas envie de prendre de risques, elles n'ont pas envie de changer d'entreprise, elles n'ont pas envie de changer de rôle. Donc, il faut forcer ou accompagner un petit peu plus ce changement. Donc, l'idéal dans chaque rôle, c'est que chaque manager se sente impliqué pour recruter des femmes et préparer ce pipeline de femmes ou préparer même l'idéal le plus en amont possible et de s'assurer qu'en shortlist, dans la liste finale des personnes qui vont être vues par le dernier recruteur, il y ait une ou deux femmes. Donc, on essaye de se challenger, mais il faut que chacun se challenge. Si c'est juste un objectif top-down de la direction, ça ne marchera pas. Il faut que chaque manager et chaque responsable d'unité aille dans le même sens pour pouvoir changer les lignes tout de suite parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de candidates au départ. Voilà pour les domaines.
Pardon. En effet, là, vous êtes face à un double défi. Déjà, celui de recruter plus de femmes, alors qu'il y en a effectivement peu sur le marché, pas assez en tout cas, et en plus, travailler sur leur biais cognitif. En tout cas, c'est vraiment à souligner, puisque effectivement, les objectifs quantitatifs que vous affichez, il me semble que vous êtes une des rares entreprises à vous fixer de réels objectifs quantitatifs avec des deadlines définis. Alors, il me semble que chez Orange aussi, vous êtes une entreprise historiquement engagée par rapport à la mixité. Philippe Duhaut, sur quelle dimension, pour vous, faut-il travailler en priorité pour féminiser ces métiers du numérique aujourd'hui? Alors, oui, bien sûr, effectivement, c'est le sujet je dirais, de la diversité déjà globalement, parce que la diversité, c'est une richesse pour une entreprise. Voilà, tout le monde, tous ceux qui effectivement travaillent là-dessus le voient, le constatent tous les jours. Donc évidemment, et dans cette diversité, la mixité est évidemment importante. Alors une entreprise historique, hein, je vais dire un peu institutionnelle comme la nôtre, a une histoire. Bien sûr, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup engagé et on a beaucoup avancé par rapport je dirais, à l'époque des demoiselles du téléphone. On imaginait ces plateaux avec effectivement toutes ces femmes qui travaillaient et puis l'homme sur une estrade. Bon, enfin, ça a bien changé, heureusement. Alors aujourd'hui, on a mis en place beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on a pu mettre en place pour déjà promouvoir cette mixité. Juste peut-être un résultat. Alors on a vu qu'il y a un baromètre qui a été installé, un index de l'égalité salariale qui a été mis en place par le gouvernement en 2019. Ce baromètre, on est aujourd'hui, nous, entreprise Orange, à 99 sur les 100 points qu'on peut avoir au maximum. Donc on est vraiment quasiment au maximum. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là et qu'on ne va pas aller plus loin. On continue encore et on travaille beaucoup là-dessus. Alors, je voulais juste quand même donner un résultat parce qu'effectivement, c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire et surtout de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, il y a un baromètre qui est sorti il y a quelques jours, hein, le baromètre Equilibre. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est sorti début avril. C'est un classement international des entreprises mondiales, hein, sur justement uniquement la performance en matière d'égalité professionnelle. Ce baromètre a sorti donc un baromètre qui sur une vingtaine de critères et qui se passe dans 27 pays et près de 3000 entreprises. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la France, hein, on peut s'en féliciter, la France, on croit, et peut-être pas forcément la meilleure, mais elle ressort sur cette dimension comme le premier pays, devant l'Espagne et devant la Suède. Donc la France est déjà très, je dirais, à l'avance, en tous les cas à la pointe, on va pas dire à l'avance, mais peut-être à la pointe de ce qu'on fait sur le sujet. Et puis, dans les entreprises, Orange, on est assez fiers de ça, puisqu'on ressort à la 10e place mondiale, donc tout secteur confondu, sur ce baromètre-là. Et puis, il y a une étude qu'on aime bien, parce que du coup, elle vient des femmes, c'est les femmes qui en parlent. C'est un cabinet qui s'appelle Choose My Company, qui a fait une étude pour le ministère du Travail et qui a établi le top 40 des entreprises où les femmes se sentent le mieux. Donc, c'est bien un critère. Et là, Orange, sur les entreprises évidemment interrogées, ressort en 2e place au niveau français. Donc, encore une fois, c'est des résultats qui montrent que le travail qu'on fait au jour le jour, quotidiennement, ressort. Et puis, on peut le voir aussi, aujourd'hui, dans notre structure, notre CIO France, c'est Fabienne Dulac, c'est une femme, et notre directrice pour la région Grand Sud-Ouest dans laquelle je suis, qui regroupe l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, c'est également une femme, c'est Patricia Goriot. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites chez Orange. Heureusement, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va faire aussi encore beaucoup de choses, on n'a pas fini de le faire. Et alors, peut-être pour revenir sur votre sujet, votre question qui est sur effectivement qu'est-ce qu'on fait pour justement promouvoir les métiers du numérique, parce que non seulement on a des femmes chez nous, mais effectivement, on a aujourd'hui dans l'effectif sur notre territoire à peu près 40% des femmes qui représentent l'effectif de salariés. Donc, il y a une minorité, une forte minorité, mais comme elle, c'est encore une minorité. Donc nous aussi, on vise le 50-50. D'ailleurs, on a un réseau de femmes internes qu'on appelle le 50-50 et qui vise justement à travailler, enfin les femmes travaillent ensemble pour justement pouvoir se serrer les coudes, monter en visibilité. Et donc c'est vraiment un réseau tout à fait important dans l'organisation de l'entreprise.
Alors après, ce qu'on fait, c'est qu'on veut recruter effectivement beaucoup plus de femmes sur les métiers du numérique. Alors on a 2 leviers principaux pour le faire. Les recrutements externes, bien sûr, et pour le coup, souvent, on le disait tout à l'heure, en tous les cas, Henri Draguin le disait, on manque effectivement de femmes qui sont formées, et donc on va en trouver, on va en chercher, et on va nous-mêmes les former. On a monté, par exemple, avec l'AFPA, dans la région et ailleurs aussi. Alors la région, c'est ici, dans l'Hérault, c'est avec à Saint-Jean-de-Védas. On a monté une école de femmes depuis 3 ans pour pouvoir sourcer des femmes qui veulent bien venir travailler dans les métiers numériques, et en particulier d'ailleurs dans les métiers techniques, parce qu'on a beaucoup d'enjeux sur le développement, par exemple, de la fibre, évidemment, maintenant de la 5G. Vous voyez, enfin, on a des métiers, enfin, des sujets importants, et on a besoin de femmes, on a besoin de recruter, et on veut recruter des femmes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a recruté donc une 30aine de femmes grâce à ça. On a formé, qu'on a sourcé, qu'on a formé, et qu'on a évidemment, pour la plupart, parce qu'après, il y en a quelques-unes qui veulent continuer des études, qu'on a intégrées chez nous. Et puis, et bien sûr, on a aussi un travail de reconversion. Tout à l'heure, Muriel en parlait, mais c'est important de pouvoir se dire aussi, on réoriente au sein de l'entreprise, on est 12 000 sur le territoire, donc on peut réorienter un certain nombre de femmes, pareil, en leur expliquant évidemment les métiers, l'intérêt de ces métiers pour elles, en valorisant ces métiers, en les accompagnant, les formant en les mettant évidemment sur ces métiers. Donc là aussi, en ce moment, par exemple, il y a une 12aine de femmes qui suivent des parcours comme ça pour être intégrées. Bon, alors, ce n'est pas encore des gros volumes, évidemment, mais bien sûr, on y travaille régulièrement. Et puis il y a le niveau aussi de sensibilisation qui est important. Sensibilisation, on intervenait, pour rebondir sur ce que disait Sabrina, on intervient évidemment dans les collèges pour sensibiliser les jeunes filles à intégrer les filières techniques et numériques, scientifiques au sens large. Donc, on a pas mal de dispositifs comme ça. On travaille aussi avec des associations, comme on a créé il y a quelques années avec le ministère de l'Éducation nationale. Comment ça s'appelait, les Capital Filles. Voilà, ça y est, je retrouve le nom. Capital Filles, pour pouvoir justement en interne chez Orange, par des salariés volontaires, travailler, enfin en tous les cas, aller chercher des jeunes filles ou dans les quartiers ou dans les zones rurales, pour justement les orienter dans leur choix, leur faire connaître nos métiers et les orienter, les aider à s'orienter vers les métiers d'avenir et les métiers qu'elles n'imaginaient pas au départ pouvoir faire, et les orienter là-dessus. Voilà. Donc, très intéressant, voilà ça. Pardon ? Je dis effectivement, ce sont des actions très intéressantes qui nous font revenir un petit peu au sujet de l'éducation. Il me semble que du côté de la Fondation Femmes Numérique, Henri Draguin, vous avez mis en place, vous, des actions intéressantes, notamment un conteneur escape game. Effectivement, dans le cadre de la Fondation Femmes Numérique, nous avons la conviction qu'il ne s'agit pas d'aller déplacer des femmes dans une entreprise A vers une entreprise B. Ça n'augmentera pas les volumes de femmes qui sont formées à ces métiers. Or, il faut enclencher la pompe dans l'enseignement supérieur, et donc il faut agir au niveau de l'éducation nationale. Et comme le disait très justement Sabrina, il faut agir, bien entendu, sur les représentations de ces métiers au moment où se cristallisent les parcours professionnels, les ambitions professionnelles après le bac. Et ça se fait effectivement en terminale avant Parcoursup, ça se fait en première et en seconde au moment du choix des enseignements de spécialité, notamment spécialité NSI, mais ça se fait également en troisième au moment du choix du secteur dans lequel on va faire son stage d'observation du monde de l'entreprise. Et ça se fait également dans le primaire, parce que c'est dès le primaire qu'il faut déconstruire ces représentations du genre, du genre de ces métiers du numérique. Expliquer que ces métiers-là ne sont pas des métiers genrés en aucun cas. Et c'est pour ça que nous avons mené avec la Fondation Femmes Numérique plusieurs projets en direction du primaire, du collège et du lycée. Et effectivement, pour le lycée, nous avons monté un beau programme sur la création d'un escape game qui est contenu dans un conteneur qui peut se déplacer de lycée en lycée, et dans lequel on invite les jeunes filles à avoir un parcours pour découvrir ces métiers du numérique et bien réaliser que
eh bien, elles sont tout à fait, ce sont des métiers qui sont faits pour elles et qu'il n'y a pas de raison de ne pas les considérer comme étant des métiers également qui se déclinent au féminin aussi bien qu'au masculin. Mais il y a quand même, dans cet enjeu également, il ne faut pas oublier qu'il y a un grave sujet de représentation. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que nous avons tous, nous adultes, enseignants, éducateurs, parents, familles, cette responsabilité en tant que prescripteurs d'entretenir ce déterminisme qui éloigne les filles de ces métiers du numérique. C'est notre responsabilité à tous, collectivement, qui est engagée, et c'est donc véritablement un enjeu de société. Et là, s'il y a le prochain projet que nous sommes en train de monter, notamment avec l'éducation nationale, mais également avec d'autres départements ministériels, le secrétariat d'État chargé du numérique, le département ministériel d'Elisabeth Moreno, c'est de monter une grande opération de communication grand public, parce que c'est le grand public qui est concerné, c'est nous tous, c'est l'ensemble de la société qui sommes concernés, hein, pour déconstruire ces modèles de représentation que de manière tout à fait inconsciente, nous entretenons. Merci. Et j'ajouterais même, effectivement, selon tous les échanges qu'on a pu écouter tout au long de la journée, selon vos propos précédents, on a l'impression qu'il faut les déconstruire et de manière quasi chronologique, et même littéralement chronologique. C'est-à-dire dès l'école, vous parliez du primaire. Ensuite, pendant la formation, c'est vraiment encourager les filles à se diriger vers des études supérieures, ingénierie et autres, dans le numérique. Et ensuite, lorsqu'elles rentrent dans les entreprises, aller travailler sur ces biais cognitifs. Philippe Jo soulignait tout à l'heure la notion de club de femmes. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. Il me semble que chez Dell aussi, avec Women in Action. Oui, effectivement. Alors, ça a été une des premières actions qui remonte maintenant à plusieurs années, c'était de créer effectivement un réseau de femmes en interne qui s'appelle Women in Action et qui permettait aux femmes de se réunir, de se soutenir, de créer du réseau, puisque en général, les femmes ne sont pas très à l'aise à créer un réseau, l'entretenir, et qui plus est un réseau professionnel pour sa carrière. Donc au départ, Women in Action a été créé pour ça, puis de créer aussi un développement personnalisé pour les femmes. À travers Women in Action, s'est développé aussi le DWEN, le Dell Women Entrepreneurial Spirit, qui est un événement au départ mondial qui permettait à Michael Dell, qui était à la tête de son entreprise et qui est vraiment un start-upper dans l'âme, de réunir les femmes à la tête de start-up d'une certaine taille et de travailler sur leur développement, sur le financement, sur la possibilité de travailler à l'international. Et nous, basés à Montpellier, sur le site montpelliérain, on s'est dit, bon, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme on est dans une ville où il y a beaucoup de start-up, on s'est dit, bon, ben, nous, on va faire notre douane. Alors, on va réduire un petit peu la taille, hein, parce qu'on a des tailles plus petites à Montpellier de start-up. Et on a créé un douane à Montpellier. Le dernier événement, donc, ça consiste à soutenir les start-up locales et on crée des événements soit de speed mentoring, soit de coaching ou des ateliers pour aider les start-upers. Donc, le dernier en date était sur l'intelligence artificielle pour donner un premier aperçu de l'intelligence artificielle et de comment on peut l'utiliser dans sa start-up. Donc, ça a été une issue de Women in Action. Maintenant, sur le groupe des femmes, moi, je dirais... ça suffit pas, quoi. Ça suffit plus. C'est pas une histoire seulement de femmes. Ça suffit pas d'impliquer les femmes. Il faut impérativement que ce soit une affaire d'hommes, puisque c'est les hommes qui nous dirigent en majorité. Donc, ce qu'on a fait il y a quelques années aussi chez Dell, c'est de créer un atelier qui s'appelle Many Advocating Real Change, qui est un atelier qui est au départ plutôt pour les hommes, pour leur faire prendre conscience des biais qu'on pouvait avoir. Et autour de la diversité au sens large, pas seulement hommes-femmes, mais la diversité au sens large. Donc, on a déjà formé sur la France 100% de nos managers sur ce thème, et l'objectif est de former 100% des collaborateurs pour faire en sorte que l'entreprise soit une entreprise où il fait bon vivre, on peut être soi-même, quelle que soit sa différence, mais aussi de prendre conscience de ces biais qui vont faire qu'on a encore beaucoup de discrimination ou de blocage ou de préjugés au recrutement de l'autre qui ne me ressemble pas. Voilà. Donc ça,
je dirais que le groupement de femmes est important, mais je dirais que inclure les hommes dans cette démarche est clé. Et ensuite, il faut aussi prévoir des formations spécifiques pour les femmes, parce qu'on les fait rentrer. Quand elles restent, elles peuvent rester, puis parfois, et souvent, elles arrivent à stagner ou elles s'en vont parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Donc, on a créé un programme de formation, Releasing Female Potential, qui a regroupé de les mentorer et de faire des développements spécifiques pour elles, des formations spécifiques pour elles. Elles ont besoin d'un accompagnement qui est différent de celui des hommes. Et c'est important, je pense que dans les entreprises, on est pour les femmes, pour les développer et les aider à se développer une fois qu'elles sont rentrées, qu'on a réussi à les recruter. Donc, on rejoint là l'idée de mettre l'inclusion numérique dont on parle aussi beaucoup à l'Amélie, notamment avec notre hub RINOC, cette inclusion numérique et cette inclusion de plus de mixité au cœur de la stratégie de l'entreprise, voire même parfois de son modèle économique. Effectivement, et un autre moyen de travailler cette mixité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est de recruter aussi à travers les générations différentes, avoir des générations qui sont de différentes périodes dans l'entreprise. Et nous, on a un gros focus sur l'alternance qui nous permet là aussi de recruter plus de femmes. Il y a peut-être un peu moins de barrières à ce moment-là. Et du coup, on essaye d'inverser. On a entre 60 et 80 alternants par an chez Dell. Et l'objectif, c'est peut-être de recruter 50-60% de femmes pour pouvoir inverser la courbe. Une démarche effectivement très intéressante. On a beaucoup parlé d'éducation, de recrutement. Si on s'intéressait un petit peu à l'entrepreneuriat, Muriel Lavinas, vous nous parliez du programme Dell Women Entrepreneur Network. Et c'est vrai que quand on regarde dans l'entrepreneuriat, et c'était le sujet des tables rondes de cette matinée notamment, avec les responsables d'incubateurs, les financeurs, et en fait on constate vraiment que dans ce monde de l'entrepreneuriat et surtout celui de l'innovation, donc autrement dit le monde des startups, les femmes sont largement sous-représentées et vont parfois manquer d'assurance, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'empowerment. J'aimerais poser la question à Indemad. Côté entrepreneuriat, quelle est votre vision à vous par rapport à la place des femmes ? Eh bien, absolument convaincue que la place des femmes n'est aujourd'hui pas suffisamment occupée par ces postes-là, qu'il est temps d'accélérer, qu'on a quelques années devant nous pour faire preuve d'un réel effort plus conséquent, parce que ça a quoi comme incidence? Lorsqu'on a une femme chef d'entreprise, eh bien, elle va forcément favoriser des équipes diversifiées, avoir une intelligence collective supérieure à celles qui ne le sont pas, et donc on aura tendance à prendre de meilleures décisions. Donc, économiquement, ce serait un très gros avantage que de n'avoir plus de femmes dans l'entrepreneuriat. Clairement, pour l'avoir vécu, on se sent très seul dans ces milieux d'hommes lorsqu'on est dans des sphères, notamment sur la partie financement, etc. Donc, on peut manquer de confiance. Je pense que le simple fait de voir des femmes autour de nous est un élément qui nous conforte. Et donc, je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans l'obligation vraiment de mettre en œuvre toutes les formations, tous les moyens qu'on a pour mettre en confiance les femmes, leur faire prendre conscience aussi de la nécessité d'être dans ces postes-là, ne serait-ce que pour la santé économique de notre territoire, parce qu'aujourd'hui, c'est un fait. Lorsque les femmes sont à la tête d'entreprise, eh bien, il y a beaucoup de bénéfices et notamment de performances. Donc, oui, convaincue que cette démarche doit être une démarche collective. Les collectivités doivent mettre en œuvre des moyens, notamment par le biais de la formation, et les entreprises doivent aussi amorcer, et je sais qu'Orange le fait très bien, puisqu'ils accompagnent des femmes chefs d'entreprise chaque année à gagner en confiance, à gagner en partenariat, en business, et donc il y a nécessité en effet à ce que cela se poursuive, mais à une échelle peut-être plus importante, et que ce ne soit pas limité justement à un écosystème de start-up. Voilà, il y a à faire dans toutes les filières, dans toutes les économies, et demain, après la crise, eh bien, j'espère que les reprises, il y aura plus de femmes qui les feront, et qu'il y aura aussi un engagement du côté des femmes plus important dans l'entrepreneuriat.
Merci. En tout cas, vous êtes nombreux d'acteurs à y travailler, à créer cet engagement plus important de la part des femmes. Alors, Philippe Duot, chez Orange, vous avez justement lancé ce programme Femmes entrepreneuses pour accompagner les femmes dans le développement de leurs projets innovants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je vais essayer de vous en dire un petit peu plus. Oui, c'est un programme qui a été lancé il y a 3 ans maintenant, justement par la volonté de Fabienne Dulac. Effectivement, quand on a des femmes aux plus hautes responsabilités, les décisions se prennent vite et ça se met en œuvre. Donc, c'est très, très bien. Donc, ça fait à peu près 3 ans. Et en fait, Fabienne est partie d'un constat assez simple en disant, regardez, elle était aussi étonnée, aussi vous toutes et tous, de la situation aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, c'est que seuls 10% des startups sont aujourd'hui créées par des femmes. Alors, ce n'est pas du tout représentatif de la société, donc c'est absolument pas normal. Et puis, si on prend juste le financement, c'est 7%. 7% des financements, des levées de fonds vont à des startups créées par des femmes. Donc, c'est quand même encore moins que le nombre de femmes qui créent leur entreprise. Donc, ce n'est pas possible non plus. Alors que ce que disait Indé tout à l'heure, très, très justement, c'est que on se rend compte aussi, on a des chiffres là-dessus, c'est-à-dire que les startups créées par des femmes sont à 63% plus performantes que celles des hommes. Donc, il y a quand même des choses à prendre en compte qui existent et qu'il faut faire connaître. Donc, du coup, l'ambition de Fabienne Dulac au départ était de se dire, on va créer des startups, on va accompagner plutôt des startupeuses et on va le faire dans les territoires. Parce qu'effectivement, il y a des grands hubs partout, dans les grandes villes, les grandes métropoles, en capitale, etc. Mais effectivement, sur les territoires, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y en a assez? Allons chercher les talents, aidons les femmes sur les territoires à créer finalement l'économie de demain. Et donc, commençons par ça. Alors, on a commencé petit, hein, évidemment, ça fait que 3 ans que ça existe, mais elle s'est dit quand même, l'ambition, c'est d'avoir 100 startups chaque année soutenues sur l'ensemble du territoire grâce à Orange. Alors, on a pris des startups qui sont souvent au démarrage. Justement, ce que disait Indé est très juste, c'est-à-dire au moment où les femmes ont besoin de confiance, parce qu'elles sont seules, bien souvent, et puis elles ont besoin d'être accompagnées pour finaliser leur projet et pour peut-être d'aller à la phase d'amorçage avec des billes un peu plus solides et une caution forte. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a essayé d'apporter en créant finalement ces dispositifs-là. Alors, sur notre région, on a chaque année, du coup, pour les rouges en particulier, en Occitanie et particulièrement pour les rouges, on a 5 startups cette année qu'on accompagne. On vient de lancer la saison 3, donc c'est tout récent. Alors, ce qu'on leur apporte quand même pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on met dans la balance, parce qu'on ne leur apporte pas d'argent à ce stade-là. Par contre, on leur apporte, on va dire, une écoute, un accompagnement local avec du mentoring. On a une personne qui est responsable d'environ 5 startups et qui va chercher à les accompagner, qui va aussi leur mettre à disposition des formations et des ateliers. Alors, au début, à la première session, Indé peut-être le dira, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de choses, mais on a gagné, on est monté en compétences. Et donc, aujourd'hui, on a des formations, des ateliers, notamment en ligne beaucoup, puisque c'est évidemment la situation qui demande et qui l'exige. Notamment, on a remis à disposition une plateforme qui s'appelle Kokoroe, que vous connaissez peut-être, avec des contenus vidéo de formation qui sont très bien. D'ailleurs, c'est une start-up, encore une fois, créée par des femmes, donc on la soutient à fond. Voilà, on apporte aussi une animation nationale avec des conférences digitales, avec du co-développement, avec des échanges avec nos décideurs. On a quand même pas mal dans tous les secteurs chez Orange. Et puis beaucoup de networking, accès à nos réseaux internes, externes, mise en relation. Possibilité aussi pour certaines qui ont vraiment des besoins de briques technologiques, de les accompagner dans la réalisation de ces briques. Et on l'a fait il n'y a pas très longtemps, notamment avec une start-up de la saison dernière qui s'appelait Dipongo, qui avait besoin d'une brique technologique. Et donc, elle est venue travailler dans notre code room avec nos développeurs pour pouvoir mettre en place son dispositif. Et puis, bien sûr, évidemment, il y a aussi la possibilité de pouvoir tester et de faire, de mettre son prototype, j'allais dire, face soit à des clients internes chez Orange, on peut les tester chez nous, on est en masse, on est quand même assez nombreux, et puis aussi dans nos boutiques auprès de nos clients. Pour ceux qui sont déjà assez aboutis, on a une journée qui s'appelle le Startup Day où on met justement les start-upers dans nos boutiques face aux clients pour qu'ils puissent tester leur
leur POC. Voilà, donc des choses comme ça. Et puis, bien sûr, la visibilité d'Orange qu'on apporte avec un plan de communication, mais ça, c'est assez classique. Et puis, la caution de la marque qui donne tout de suite un peu de crédibilité et de confiance aussi aux personnes avec lesquelles elles vont aller traiter ensuite. Voilà, donc c'est cette phase d'amorçage qui est importante et qu'on développe chaque année et qui chaque année s'amplifie. Alors peut-être qu'on va aussi étendre un nombre de startups, mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir déjà accompagner et bien accompagner ces quelques créatrices d'entreprises et créatrices de valeur et qui vont, on l'espère évidemment, apporter de la richesse sur nos territoires. En effet, très important d'apporter de la valeur et de la richesse sur les territoires. Et d'ailleurs, il me semble que la métropole de Montpellier soutient aussi d'autres programmes, les premières, mais aussi d'autres. Oui, alors à titre d'exemple, tout d'abord, une des réalités, c'est que parmi nos délégations aujourd'hui, il y a une vraie parité entre les élus. Et donc, ça s'inscrit, comme je le disais, dans une volonté d'être exemplaire à ce niveau-là dans toutes les organisations en proximité avec la métropole, enfin tous les bras armés de la métropole. Il y a les premières, en effet, que l'on accompagne depuis maintenant quelques mois et que l'on souhaite voir grandir le plus rapidement possible pour pouvoir justement amener plus de femmes entrepreneurs sur le territoire. On a un écosystème vraiment puissant, dynamique, qui va nous permettre voilà, d'essaimer, de pousser ça. Et aujourd'hui, toutes les actions en faveur de cet engagement-là, nous les prenons, nous les soutenons et nous les encourageons, bien évidemment. Très intéressant. Et pour aller un petit peu plus loin sur toutes les actions et programmes d'accompagnement qui ont été cités, en tout cas pour partie, lors de la keynote de ce matin, co-présentée par la Commission Femmes et Numérique de la Mêlée, MBS et également Magali Germont du Syntec Numérique. Il y a aussi des actions qui sont faites, me semble-t-il, dans les lycées notamment, en termes de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que Sabrina, on a pas mal parlé de la sensibilisation au métier du numérique, mais qu'en est-il de la sensibilisation à la partie entrepreneuriat? Est-ce une volonté et comment est-ce réalisé si c'est le cas? Alors, c'est une volonté et de plus en plus, parce que si à un moment donné, l'école tournait le dos à l'entreprise, cette étape est dépassée, et tant mieux. On l'a vu, beaucoup de partenariats avec vous et nous vous en remercions parce que c'est extrêmement important pour nos élèves de voir que l'école ouvre à des métiers qui sont tout à fait intéressants pour les filles et pour les garçons. Il y a de plus en plus de création de start-up dans les établissements scolaires. Il y en a à l'université aussi avec le projet Pépite et les SAT qui les développent pour les faire connaître aussi à l'ensemble du tissu économique d'une région. Et je crois que c'est très important. Moi, je voudrais insister sur le fait que nous avons besoin de vous parce que sur les 154 heures qui sont dévolues à l'orientation, les professeurs principaux sont à la manœuvre, bien évidemment, mais je pense qu'il faut toujours être à la pointe de la connaissance des métiers pour pouvoir en parler. Et c'est toujours extrêmement délicat. Donc, je crois qu'aller chercher cette information à la source, c'est-à-dire là où elle est, dans les entreprises, permet un échange et ça se fait avec des différentes opérations. On a parlé des associations, hein, on a parlé des entreprises. Il faut qu'on parle aussi des programmes et on n'a pas parlé trop du programme de Syntec qui s'appelle PROF, où des enseignants peuvent être accueillis dans des entreprises et voir au plus près de la réalité ce que sont les métiers dont ils parlent aux élèves. Moi, je voudrais insister aussi sur le fait que le syndrome de l'imposteur, il existe pour les filles et les femmes, rarement pour les hommes. Et sur cet aspect psychologique-là, on peut agir. Vous avez parlé de mentorat, de coaching. Je crois que si des femmes et des hommes, d'ailleurs, viennent parler de la possibilité pour les filles de faire des métiers jusqu'ici genrés, ça ouvre des perspectives. On a beaucoup lutté pour que en seconde, sur SNT et en NSI, en première, numérique et sciences de l'ingénieur, de l'informatique, pardon, on parle du rôle des femmes
dans l'informatique et le numérique, ce sont les femmes qui l'ont créé, n'oublions pas. Ada Lovelace, entre autres, il y en a d'autres, mais on les a oubliés. Alors là, on est parti dans une zone d'ombre merveilleuse dès l'instant où ces métiers ont intéressé les hommes. Et je crois que être dans ce rôle historique, épistémologique, hein, finalement, c'est fondamental parce que ça montre aux filles qu'avant elles, il y a eu une avant-garde de femmes qui ont créé ces métiers. Et c'est important de les rassurer parce que c'est quelque chose qui est apporté à leur connaissance. Donc, je crois qu'il faut absolument qu'on ait des programmes, alors on en a déjà qui fonctionnent notamment sur Montpellier, le programme PITEC, où Sanofi, La Poste et IBM encadrent des lycéens de bac professionnel pour s'ouvrir, évidemment, au sens du numérique, mais aller au-delà en BTS et en licence professionnelle. Et on voit que le coaching, le mentorat, là, a un rôle fondamental. D'une part, parce que enseignants et professionnels de l'entreprise travaillent ensemble, et parce que lorsque les élèves voient des ingénieurs, et puis pas que des ingénieurs, hein, des spécialistes de l'IA venir travailler à leur côté, ça leur donne un sentiment de possible qu'on n'a pas quand on est dans l'abstraction de ce qu'on étudie parfois, et la difficulté à se projeter sur un métier. Ce que nous disent les élèves aussi, c'est que les métiers Bac plus 5, plus 7 et au-delà, ce n'est pas toujours à leur portée. Et donc, montrer que dans le numérique, on peut aussi travailler à Bac plus 2 ou 3, c'est fondamental. Et je crois que c'est toute cette chaîne de valeurs qu'il faut qu'on arrive à porter ensemble à la connaissance des élèves pour qu'ils puissent mieux réussir et notre pays avec eux. En effet, et je vous remercie à tous et à toutes pour les actions que vous faites en faveur de la mixité dans les métiers du numérique et en général. C'est vrai que ces actions sont pas forcément toujours visibles du grand public, et en tout cas, c'est un plaisir aujourd'hui pour la mêlée de vous réunir tous et de créer cette sorte de synergie au sein de l'écosystème pour rendre visibles toutes les actions avec le but promis de les démultiplier. Alors, je vais vous faire une annonce. À l'issue de cette programmation Femmes et Numérique et de cet événement, la mêlée, en partenariat avec Dinov, va publier un livre blanc sur la mixité dans le monde du numérique, où seront consignés notamment les échanges de la journée. Si vous deviez écrire chacun et chacune quelque chose dans ce livre blanc, qu'est-ce que vous y mettriez? Que faut-il faire aujourd'hui pour favoriser cette mixité de manière effective dans le monde du numérique de demain? Ce sera le mot de la fin. Henri? Bah écoutez, je crois que ce que je vous recommanderais en tous les cas d'écrire, c'est que la principale action qu'il faut mener, c'est aujourd'hui, et ça a été dit, c'est d'agir à la source, à la racine, c'est d'aller dans les écoles, dans le primaire, dans les collèges, dans les lycées, pour convaincre les jeunes filles, les petites filles, les collégiennes, les lycéennes, que les métiers du numérique sont également des métiers qui se déclinent tout aussi bien au féminin qu'au masculin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est expliquer à tous les parents, à tous les éducateurs, à tous les prescripteurs, il faut briser ce déterminisme qui tente à éloigner les filles de ces métiers du numérique. Ce sont les deux choses importantes. Je voulais juste rappeler une petite anecdote, je vous avais raconté. Sur les quotas dans les écoles d'ingénieurs, j'ai le directeur d'une grande école d'ingénieurs dans les métiers du numérique, une grande école connue, je ne vais pas le citer, qui me disait, mais si on m'impose des quotas, Henri, de 50%, aujourd'hui j'ai 10 filles pour 90 garçons. Si on m'impose, et sur une classe de 100, sur une promotion de 100, si on m'impose un quota de 50%, mes promotions, aujourd'hui, elles ne feront plus que 20, parce que j'aurai toujours les 10 filles, j'en aurai pas plus via Parcoursup. En revanche, je ne pourrais pas prendre plus de 10 garçons. Et c'est comme ça que se résoudra le problème des quotas. Et donc, c'est qu'il faut agir avant Parcoursup, il faut agir dans tout le système éducatif pour les convaincre d'aller vers ces formations. C'est la clé du problème, et ça se traitera sur le long terme
parce qu'on touche à un sujet de démographie, et la démographie, c'est la science du temps long, et donc ça va être un long parcours pour réamorcer cette pompe et réengager les femmes dans ces métiers du numérique. Merci, et ce n'est certainement pas Sabrina qui vous contredira. Alors Sabrina, qu'est-ce qu'on doit écrire en priorité dans ce livre blanc et sur quoi doit-on jouer en priorité? Alors moi, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative qui est tout à fait intéressante et qu'on pourra justement faire connaître dans les établissements scolaires, hein, parce que ça commence par là aussi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je reste optimiste, tout simplement parce que 53% de la société ne peut pas être écartée du progrès que constitue le numérique et que l'IA, et vous l'avez dit aujourd'hui, ne peut pas être faite que par les hommes, parce que ça voudrait dire qu'elle ne serait faite que pour les hommes, et on oublierait un grand pan de la société. Et je crois que la mixité, c'est la richesse aussi, les regards croisés, et une société équilibrée passe par cette priorité de l'égalité filles-garçons. Merci. Peut-être passer à la vision des entreprises. Muriel Avinens. Alors, je dirais pour votre livre blanc que tout le monde se sente responsable, effectivement, pas seulement les femmes. Les femmes, elles ont un rôle à jouer, de rôle modèle, de sponsorship, de mentorship, et d'aide et de réseau auprès des autres femmes, mais c'est aussi les hommes. La deuxième chose, c'est de se fixer des objectifs quantitatifs dans chaque entreprise et de les décliner au niveau de chaque entité dans l'entreprise. Bien sûr, si on est dans des PME, ça ne se retranscrira pas de la même façon. Et après, je dirais aller jusqu'au bout de cette volonté. C'est-à-dire que c'est bien de recruter des femmes, après, il faut les accompagner, mais il faut aussi mettre la structure en place pour qu'elles se soient bien. Ça veut dire éviter le présentéisme, s'assurer que les journées soient efficaces pour elles, qu'elles puissent s'occuper malgré tout de leur famille et de leurs enfants, et de favoriser le télétravail dans lequel on est probablement tous confrontés aujourd'hui ou en grosse partie, mais continuer sur cet élan que nous a amené cette crise sanitaire pour donner aux femmes une possibilité d'évoluer tout en gardant pour elles ce qui est important, c'est-à-dire la capacité de pouvoir manager la balance vie privée et vie professionnelle. Merci beaucoup. Philippe Duhaut. Continuons sur l'entreprise. Oui, effectivement, je pense qu'effectivement, dans ce qu'il faut faire, alors, il y a effectivement tout ce qui est du cadre un peu contraignant et contractuel avec les quotas, avec des sanctions, avec des normes, avec pourquoi pas. Mais effectivement, ce que disait très justement Henri Davignon, pardon, j'ai du mal avec les noms, Dagrin, pardon. Oui, c'est pas suffisant et surtout, c'est pas stimulant. Donc, je pense que moi, il y a une vraie dimension qui est plutôt de donner envie. Il faut donner envie, il faut raconter de belles histoires, il faut mettre en avant les belles réussites des femmes, des entreprises où les femmes, effectivement, performent. Et voilà, et je pense qu'il y a des belles histoires à raconter. Peut-être qu'aussi, il y a aussi, et peut-être en complément de tout le travail éducatif qu'il faut faire très tôt, bien évidemment, on le voit bien aujourd'hui, par exemple, si on prend un domaine particulier qui est celui de la cuisine, aujourd'hui, les émissions type Top Chef, finalement, créent chez des jeunes énormément de vocations. On voit les écoles de cuisine qui explosent parce que tout le monde peut faire ça. C'est tout bête. Mais si on crée des séries où on met des femmes en scène qui sont dans des métiers techniques ou des émissions de ce type-là, où on voit des femmes qui effectivement, voilà, dans lesquelles on peut se projeter, je suis sûr que ça aura des effets immédiats, mais assez rapidement. Donc, je pense qu'il y a des trucs simples, tout simples, qui sont autour de la communication, de la valorisation, qu'on pourrait faire. Voilà, peut-être je lève une idée, mais... On y a déjà pensé dans le cadre de la Fondation Femmes Numérique du Top Chef des femmes dans les métiers numériques. Oui, c'est pour mettre en évidence des rôles modèles. Mais c'est très compliqué à monter ce genre de truc, on ne sait pas faire. Oui, mais c'est moins peut-être compliqué que de monter tous des cursus, je dirais, pédagogiques, j'en sais rien. Enfin, je pense que c'est la somme, en fait, de beaucoup de choses qui va faire que ça bouge. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un gros travail aussi en entreprise à faire auprès des hommes pour que, justement, ils soient acteurs de ça. Et parce que, d'ailleurs, ils le voient dès qu'ils mettent des femmes dans leurs équipes, même si au départ, ils sont un petit peu sceptiques, sur des métiers techniques. Nous, des techniciens d'intervention dans des équipes d'hommes qui vont sur le terrain, ils ont des femmes dans leurs équipes, ils sont ravis. Enfin, ça se passe super bien et au contraire, ça apporte
ça apporte une performance et en même temps une qualité de relation au travail qui est complètement différente. Et ils en tirent bénéfice. Et ils veulent justement que des femmes maintenant dans leurs équipes. Enfin, c'est quasiment ça. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est beaucoup de petites choses qui peuvent faire que les choses vont changer. Et je pense qu'on en prend bien le chemin. En tous les cas, vous pouvez compter sur des entreprises comme Orange ou comme Dell ou comme d'autres pour y participer. Merci beaucoup. Et concernant l'idée de l'émission télévisée, on soumettra l'idée aux boîtes de production qui sont en train justement de s'installer en région Occitanie. Et on clôture ce tour de table avec la vice-présidente de la métropole, Indemad. Quel est votre mot de la fin et qu'avez-vous envie d'écrire dans ce livre blanc? Écoutez, encore une fois, merci pour cette initiative parce que je pense qu'il faut un effet de groupe pour générer des réactions et un peu à la MeToo, mais de manière plus positive. Je dirais qu'il faudra que les femmes vraiment se positionnent et s'affichent en tant que chef d'entreprise. Alors là, de manière très opérationnelle, le BIC à la métropole accompagne les femmes avec cette idée-là de se positionner, de s'afficher lors des coachings et qu'il y ait finalement un mouvement qui puisse faire effet boule de neige, finalement montrer une représentativité diverse et qui donne des idées finalement aux femmes, qui pourrait donner des idées aux femmes de se lancer. Ensuite, je rappellerai pour les entreprises que les organisations ont la responsabilité légale d'assurer une égalité des chances et du coup entre les hommes et les femmes. Et enfin, que l'inclusion est une des pierres angulaires d'une société équitable. Et donc, en effet, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des hommes, bien évidemment, et des femmes. Pourquoi pas se donner rendez-vous chaque année pour faire un constat de la progression, de l'évolution. Je pense qu'il faut vraiment mettre en avant cette problématique de la diversité en entreprise, de l'emploi inclusif et avancer au fil des années pour constater la progression et encourager toutes les femmes qui s'impliquent à se mettre plus en visibilité et à se fédérer. Merci beaucoup. Ce rendez-vous, créons-le. Faisons de la femme numérique et des autres événements de ce type un rendez-vous pour constater année après année les progrès qui seront faits dans la mixité grâce à toutes vos actions, à tous et à toutes. Un grand merci pour la participation à cette table ronde, au-delà de vos engagements du quotidien. Merci beaucoup. Merci. Merci.